Donc la biologie du cerveau peut-elle nous offrir des outils théoriques pour décrire la singularité d'une expérience face au film? Sachant, on l'a vu, que cette expérience est aussi faite d'un type d'émotion, donc d'un mouvement qui nous saisit depuis l'intérieur de soi et du corps, vers l'extériorité, une extériorité qui peut se rendre visible, qui peut se dire et qui peut se partager. Donc c'est là, me semble-t-il, aussi que réside le paradoxe, qui est exemplifié par le dispositif cinématographique, avec sa salle plongée dans le noir, où chaque spectateur habite, le temps de la projection, une solitude peuplée. Donc comment parler d'un phénomène singulier, mais qui vise une universalité? Donc il ne s'agit pas de rechercher l'adéquation à des modèles, une norme, fut-elle du regard, on a vu tout à l'heure le cas de T.J. Smith, mais ce qui, dans le film, engage un niveau de perception qui affecte la conscience et l'ébranle, comme on vient de le voir avec les exemples donnés par Dork. D'où la difficulté de la tâche et le paradoxe qu'elle engage, comprendre et pour cela solliciter les outils d'un savoir construit et rationnel, ce qui, face au film qui défile devant moi, relève pourtant d'une forme d'intimité, laquelle privilégie aux certitudes des modèles tout faits les incertitudes de ce que j'éprouve devant l'image. Alors, autre difficulté, les outils des neurosciences ne sont pas les miens. Comment les utiliser de mon point de vue, c'est-à-dire du point de vue du film? Alors je note que ces neurobiologistes, justement, eux-mêmes nous y incitent. Raymond a parlé de Jean-Pierre Changeux, grand collectionneur de peintures, qui s'intéresse donc à l'activité cérébrale pendant la création et la contemplation d'une image, ses raisons et plaisirs en 1994, et bien sûr à Antonio Damasio, au plus près de ce qui nous occupe, c'est-à-dire le film. Et dans plusieurs de ses textes, Damasio va construire une métaphore selon laquelle le fonctionnement de la conscience, qui délivre, dit-il, le sentiment même de soi, est comparable à un film cérébral. Pourquoi? Parce que, nous dit-il, l'activité mentale est essentiellement fondée sur des images. Et donc, les films sont pour Damasio la représentation externe la plus proche de l'histoire racontée qui se déroule dans notre esprit. Voici ce qu'il dit. Ce qui se passe durant chaque prise de vue, le cadrage, ce qui se passe dans l'intervalle des prises effectuées par le montage et ce qui se passe dans le récit, tout cela est comparable à certains égards à ce qui se passe dans l'esprit grâce aux rouages qui ont en charge la formation des images visuelles et auditives et aux dispositifs tels que les multiples niveaux d'attention et de mémoire au travail. Et la puissance de cette métaphore va donc conduire Damasio à écrire sur le cinéma qu'il considère comme un mode de perception particulier, qui ne se contente pas de permettre la compréhension du cerveau, mais qui l'accompagne. Et désormais, ce qui prime chez lui, dans l'article que citait Raymond tout à l'heure, c'est l'intensité de cette ressemblance du cinéma avec l'intellect, sachant que la vue et l'ouïe dominent notre conscience. L'écran, donc, c'est le cerveau, pour reprendre notre titre, parce que cinéma et intellect fonctionnent sur la base commune d'opérations de montage qui nous renseignent sur notre manière de voir et qui impliquent une circulation des émotions déployée dans le corps à corps avec l'œuvre, c'est-à-dire aussi du film à son spectateur. Alors, j'ai choisi de partir d'un film qui entrelace de manière très singulière le séquençage visuel et sonore, c'est-à-dire aussi dans ce cas-là le langage et la musique, et sollicite, pour reprendre les termes de Damasio, les niveaux d'attention et la mémoire au travail. Je dois dire aussi que c'est un film qui a produit en moi un fort émoi. Il s'agit du Jour au lendemain, réalisé en 1997 par Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, et qui est adapté d'un opéra en un acte, Von heute auf morgen, composé par Arnold Schoenberg en 1929 sur un livret écrit par sa femme. Première œuvre scénique de Schoenberg qui soit gai, selon Adorno, le livret raconte les mésaventures d'un couple pendant la nuit qui suit une soirée au cours de laquelle l'homme, fasciné par une amie d'enfance de sa femme, prend brusquement conscience de la différence qui existe entre l'élégante créature avec laquelle il a discuté toute la soirée et sa brave ménagère d'épouse. Alors, ce n'est pas moi qui parle, c'est Schoenberg, dans la présentation qu'il a faite à la radio de Berlin de son opéra. Et la femme décide alors d'éveiller la jalousie de son mari en lui racontant les avances d'un beau ténor. Et après s'être vêtue de sa plus belle robe, elle le menace de prendre elle aussi des amants.
Et l'opéra se termine au lever du jour par la réconciliation du couple après la visite impromptue du ténor et de l'ami d'enfance, auquel elle et lui, ce sont les noms des deux personnages dans le livret, finissent par résister. Alors Straub et Huillet choisissent de faire accompagner l'opéra par l'Orchestre symphonique de la radio de Francfort qui est dirigé par Michael Gillen, avec qui ils ont l'habitude de travailler. Et le film démarre ainsi sur le filmage de l'orchestre qui se prépare à interpréter la partition. Donc la caméra glisse de l'orchestre au fauteuil vide des spectateurs, seul mouvement de tout le film qui est quasiment tourné en plan fixe, et elle révèle, au fond de la perspective, éclairée par la lumière, la petite boîte scénique de la scène de théâtre que vous pouvez voir ici, qu'on ne verra plus jamais sous cet angle, et pour cause, donc la suite du film se déroule dans cet unique décor, mais cette présentation inaugurale aura permis d'installer un dispositif d'écoute qui va déterminer le dispositif visuel à partir duquel tout le film est agencé. Et donc les Straub vont imposer un tournage en son direct, c'est-à-dire une musique enregistrée dans le temps du tournage, sans post-synchronisation, selon un strict respect de la partition. Et de la structure musicale dépendent le montage du film, donc pas de chant contre chant, que des coupures, disent-ils, la position des corps et les directions de regard. Les acteurs suivent les indications du chef et se tournent régulièrement vers le hors-champ. Donc je vous montre un autre extrait très rapidement. Vous allez voir qu'il s'agit d'un autre cas de corps fatigué. Je vais avancer un petit peu pour vous montrer la fin de cette scène. C'est pas facile de couper, mais je voudrais vous montrer le duo des personnages. Voilà. Et puis la toute fin. Alors, de cette étrangeté perceptive, se parler sans se voir, résulte une physicalité des corps dans le chant, manière d'occuper l'espace qui ne dépend pas des prises de parole. On entend la femme chanter, mais c'est l'homme que l'on voit, ou l'inverse, mais de la manière dont la musique pénètre les corps et les traverse, même quand les personnages se taisent. Et il faut ensuite attendre le duo pour que les personnages soient ensemble dans le même plan, mais alors doublement séparés par la composition du chant, à la fois la lumière qui fait barrage, l'étagement de la perspective, mais aussi par la musique qui les enferme ensemble, mais séparément, dans une bulle de temps musical, alors qu'ils partagent d'identiques mots. Donc l'usage du Sprechgesang, ici le parler chanté, produit une forme de trouble temporel, accompagné par la mise en scène qui introduit des blancs, des trous, on pourrait presque dire des vides, où les corps, pourtant présents musicalement, non sans humour, font défaut à l'écran. Une dernière scène.
Ich bitte dich, du wächst das Kind. Ach was, wie jetzt tut sich mit dir? Vielleicht zum letzten Mal. Mach das Radio auf. Zu spät. Das kann man jetzt nicht mehr. So würde ich dazu singen. Alors, je suis désolée, hein, j'avance un tout petit peu pour vous montrer encore deux passages de cette scène. Du willst das Kind nicht küssen. Ich bin jetzt nicht erlaubt dazu. Komm, schlaf noch ein bisschen. Mama ist schlimm. Leben ist doch endlich hinaus. Gib ihm sein Frühstück, damit er still ist. Ach, ich glaube, die Milch ist angebrannt. Willst du nicht nachsehen? Et puis, voilà, je voulais vous montrer ce passage. Et puis, une dernière chose, voilà. Liebste, der Kasper ist draußen. Kommt der jetzt mitten in der Nacht? Voilà. Donc vous remarquez le siège vide pendant que la femme chante, comme si le chant ressortissait d'un autre registre du visible que la parole chantée, ou encore la fixité sur le pan de mur, tandis que la femme envoie le mari faire chauffer le lait, donc on voit le mari sortir par la porte, alors qu'on ne l'a pas vu entrer, de sorte que le temps, ici, n'est même pas encadré par la structure d'une ellipse, hein, mais il est plutôt étiré comme ramolli, plutôt que comprimé. Et les Straub revendiquent justement ce qu'ils appellent ces petites jongleries avec le temps, seulement possibles selon eux avec un film à partition musicale, et ils répondent ainsi au projet de Schoenberg d'écrire sur ce qui va, donc du jour au lendemain, c'est le titre de l'opéra, la nouveauté de la mode étant mise en cause par Schoenberg par la modernité de l'homme, ce sont les derniers mots du livret, ce qui n'est pas anodin pour le chantre de la nouvelle musique. Alors les effets de temporalité troublée interviennent à un niveau global, comme on vient de le voir, mais aussi à un niveau plus local quand il concerne les corps des figures et leurs visages. Et je veux parler ici du mélange de rigidité et de souplesse qu'on discerne sur le corps de la femme, dont le jeu est beaucoup plus expressif que celui de l'homme. Et on notera tout particulièrement la plasticité de son visage, qui multiplie les effets grimaçants qui sont produits par le chant. Et donc, sur elle, surtout, le Sprechgesang produit une physionomie du visage dont le concept se développe justement au cinéma dans les années 20 sous la plume de Béla Balázs, qui est influencée par les textes de Simmel. Donc la physionomie, vous savez, c'est cette correspondance entre l'âme et la forme des choses à partir des plus infimes nuances d'expression transformées au cinéma en une catégorie de perception qui met l'accent sur la sensibilité des phénomènes à partir d'une série d'oppositions entre l'impression et l'expression. Et entre deux plans du générique, il y a un plan très énigmatique dans le film qui est le seul plan d'extérieur, qui présente un mur sur lequel est inscrit « Où gît votre sourire enfoui ». Le plan est assez long, hein, je ne vais pas vous le montrer entièrement. Donc, où gît votre sourire enfoui? La réponse est là, peut-être, hein, dans les plis du visage de la femme qui laisse poindre ses émotions. Ce visage, c'est celui de l'hystérie, dont il est d'ailleurs fait question, comme vous l'avez entendu, dans la conversation. Mais de l'hystérie ne revient pas seulement une connivence figurative, qu'on peut repérer par exemple ici, avec les bâillements hystériques photographiés par Albert Londres, revient aussi le paradoxe temporel qui est noué au cœur du corps, l'arythmie, à la fois cette sorte d'irrégularité, des convulsions, des spasmes et des paralysies qui sont justement reportées sur la physionomie du visage. Mais revient aussi cette simultanéité contradictoire constatée par Freud sur le corps des femmes pendant la crise,
qui, plutôt que d'être soumises au découpage linéaire de la décomposition de leurs mouvements par Charcot et par Richer, devient l'enjeu d'un mouvement illogique produit par l'exercice de deux rôles qui sont joués en même temps. Voici ce que dit Freud en 1908. Ainsi, dans un cas que j'ai observé, la malade tient dans une main sa robe serrée contre son corps en tant que femme, tandis que de l'autre main, elle s'efforce de l'arracher en tant qu'homme. Ce qui se traduit aussi dans le film par ce mélange de rigidité et de mobilité, de pose et de fluidité. Alors ce n'est pas tout, et j'en arrive à ce qui nous occupe, car de l'hystérie revient encore autre chose, c'est le paradoxe de la photographie que le noir et blanc évoque par ailleurs. On sait que la photographie est au cœur du dispositif expérimental de Charcot à la Salpêtrière pour résoudre le mystère de la maladie, dont les symptômes ne trouvent aucune résolution physiologique, mais en même temps qu'elle lisse le regard du médecin, cautionnant la véracité de ses hypothèses, la photo fige le corps de l'hystérique, faisant de chaque étape de la grande crise convulsive une pause qui est soumise au regard du photographe et de l'attente au déclic de l'appareil. Et s'ensuit une forme de curiosité temporelle qui rejoint, me semble-t-il, la forme de trouble temporel produite dans le film par le Sprechgesang, qui remodèle le cliché photographique. Donc mon hypothèse serait celle-ci. Le Sprechgesang, ce rythme du parler chanté qui produit des effets de jeu et de cassure temporelle, des modifications perceptives, réintroduit dans le film une forme d'opposition entre le fixe et l'animé, opposition qui est au cœur du processus cinématographique de décomposition du mouvement. Donc Raymond a écrit plusieurs textes sur la question de l'interruption photographique, provoquée notamment par l'arrêt sur image dans le film. Cette façon, tu dis, de traiter librement un temps de cinéma passionné par la conquête de ses mouvements. Et tu parles, à propos de Boris Barnett, La maison de la rue Troubiana, du choc sensible, psychique et plastique de la valeur de cet instant. Donc, dans le film des Straub, il n'y a pas de temps bloqué, arrêté sur lui-même, mais, me semble-t-il, il y a deux formes de représentation qui sont superposées sur le visage, comme il y a du parler et du chanter, et des trajets qui vont de l'un à l'autre, vers le parler, par exemple, quand l'enfant parle, ou vers le chanter, quand, par exemple, la femme fait des vocalises. Et donc, c'est bien la simultanéité contradictoire de l'hystérie, jouer les deux rôles en même temps, et c'est aussi le sujet de l'opéra de Schoenberg, le rejet des apparences et la caractéristique de sa musique. Voici ce que Schoenberg dit. « Le ton de ma musique doit toujours être absolument léger, mais il faudra que l'on puisse sentir que la simplicité de ses faits cache quelque chose. » Et l'inquiétude qui se cache justement sous le visage hystérique n'a pas manqué d'être marquée par Hans Eisler en 1955, pour qui elle et lui, donc les personnages, apparaissent, dit-il, comme les futurs visiteurs des abris anti-aériens, comme les désespérés des villes détruites. La musique anticipe sur l'époque. Et il ajoute, Schoenberg voulait écrire un opéra facile, mais par la singularité de sa méthode de composition et par le traitement du matériau, il en est résulté une sorte d'apocalypse à échelle familiale. Donc la musique dodécaphonique et l'usage du Sprechgesang n'arrêtent pas le mouvement du film, comme le ferait un arrêt sur image, mais ils produisent une temporalité qui change ce qu'on voit. Et sur le visage de la femme, on voit deux choses en même temps, c'est sa simultanéité contradictoire. On voit ce qu'il montre et on voit ce qu'il cache, l'apocalypse, ce qui le compose et aussi ce qu'il dit et le décompose, c'est-à-dire cette surenchère d'émotions, son hystérie, la douleur, la colère, la jalousie, les affects sous l'apparence. Et donc, si l'arrêt sur image révèle le film à son processus de fabrication technique, il me semble que le Sprechgesang ramène le film à son processus de fabrication psychique et intellectuelle, d'une part, parce que ce qu'on voit ici, c'est aussi le travail des acteurs et la création en acte. Et tel est bien ce qui intéresse justement les cinéastes, pour qui, nous disent-ils, faire un film sur un sujet musical, c'est avant tout une occasion de filmer le travail. Ils disent, nous montrerons des gens en train de faire de la musique, nous montrerons des gens qui accomplissent un travail devant la caméra. C'est rarement le cas dans un film. Pourtant, ce qui se passe sur la figure d'hommes, qui ne font rien d'autre qu'accomplir un travail, c'est sûrement quelque chose qui a à faire avec le cinématographe. Et donc ici, nous voyons travailler les acteurs dans le temps de l'interprétation musicale. Et c'est bien la raison d'être de l'ouverture qui prend le temps de nous montrer la préparation des musiciens. Or, repérer sur la figure humaine et les détails physionomiques du visage, tout à la fois l'origine et la trace du travail de création, c'est aussi une démarche
qui a trouvé un écho dans les précis de composition musicale de Schoenberg, qui voit dans les petites formes musicales, et par exemple le motif, le germe de l'idée dont dépend l'engendrement de l'œuvre et une pensée inédite sur le temps. Et dans un texte de 1926, 2 ans donc avant la composition du jour au lendemain, Schoenberg remarque l'introduction chez les compositeurs modernes d'écarts dissonants qui ne sont toutefois pas assumés en tant que tels. Et voici ce que dit Schoenberg, et tout a commencé par là, je dois vous avouer. Peut-être tout ceci n'a-t-il pas grand-chose à voir avec l'art, je vais vous montrer pourquoi. La tonalité a été établie à juste titre en partant des lois de l'acoustique, mais la musique obéit à d'autres lois que celles de l'acoustique et que celles qui résultent de l'association du son au temps. La musique obéit en fait aux lois qui régissent le fonctionnement de notre cerveau. Et ici, je crois qu'on touche on touche au cœur de notre problème, parce qu'on trouve chez les Straub, dont ce n'est pas la première adaptation de Schoenberg, et chez Schoenberg lui-même, un même souci de situer au sein de l'œuvre des figures de la création. Donc le motif chez Schoenberg et le visage, je crois, avec ses plis chez les Straub. Et ces figures témoignent justement d'un processus à l'œuvre qui a rapport avec la pensée, telle qu'elle s'élabore au niveau cérébral pendant la création. Et donc, on ne s'étonnera pas de ce fait de trouver chez Jean-Pierre Changeux, quand il cherche à comprendre, je le cite, ce qui se passe dans le cerveau de l'artiste lorsque celui-ci crée. Donc, chez Changeux, on va trouver plusieurs points communs avec les textes de Schoenberg, quand bien même, chez Changeux, il s'agit de peinture. Donc, même description chez Changeux et chez Schoenberg de la pensée créatrice, qui s'élabore dans les 2 cas à partir d'un motif, chez Schoenberg, germe de l'idée, qui assure une fonction génératrice d'unité, dit Schoenberg, de relation, de cohérence, de logique, d'intelligibilité. Changeux, lui aussi, s'intéresse à ce qu'il appelle la localisation de la première pensée du créateur qui germe, il emploie exactement le même mot, et qui se construit. Et pour Changeux, le motif devient un cadre mental, un schéma, dit-il, une idée de base qui conduit à la production d'hypothèses, d'élaboration de modèles qui sont tous marqués par une valeur émotionnelle particulièrement développée dans le cerveau de l'homme. Autre point de convergence concernant cette fois la perception de l'œuvre qui est fondée dans les 2 cas, donc chez Changeux et chez Schoenberg, sur la mémoire et sur la reconnaissance. Donc chez Schoenberg, on sait, la musique dodécaphonique, qui est fondée sur un refus de la tonalité, et la musique sérielle repose sur le non-redoublement des 12 sons de la série qui produit ce qu'on a appelé, je cite Sarah Troche, une forme d'oubli actif. Et je trouve cette expression très juste parce qu'elle explique très bien dans son texte que cette écriture fonctionne, dit-elle, non comme un simple effacement, mais comme une amnésie volontaire et contrôlée. En somme, une forme de non-reconnaissance organisée, mais qui, dit-elle, apporte la possibilité d'une mémoire neuve. Et cette notion de reconnaissance, il est très frappant qu'on la trouve également dans le texte de Changeux, où elle apparaît justement comme une opération cérébrale essentielle, parce qu'elle participe de notre capacité de regarder une image. Pour voir, explique Changeux, il faut reconnaître ce que l'on connaît déjà. Et Changeux nous dit, la faculté de reconnaître se situe à un niveau d'organisation plus élevé que la perception. Et il enchaîne alors avec la description d'une très étrange maladie, sur laquelle d'ailleurs Antonio Damasio a écrit lui aussi. Et cette maladie s'appelle la prosopagnosie, dont le nom est formé par le grec prosopone, qui signifie visage, et agnosia, ignorance. Et il s'agit dans cette maladie d'un trouble de la reconnaissance qui est produit par un déficit congénital ou bien par un accident cérébral. Et ce trouble de la reconnaissance rend absolument impossible l'identification et la mémorisation des visages humains. Donc on a tous vécu cette expérience, on rencontre quelqu'un dont le visage nous est familier, mais qu'on n'arrive pas à reconnaître. Mais toutefois, dans le cas de cette fameuse maladie, la prosopagnosie, le malade est sujet à un paradoxe visuel. Et c'est là le plus troublant de la maladie, parce que le malade voit très bien, il n'a aucune déficience visuelle, il voit parfaitement, et il est aussi capable de décrire un visage, mais il n'est pas capable de le reconnaître. Et ceci est dû au fait
que nous explique Changeux, la perception du visage est l'un des processus cognitifs les plus élaborés du cerveau qui implique plusieurs zones cérébrales. Et donc, pour pallier le déficit, le malade va mettre en place des stratégies de comblement qui vont lui permettre d'identifier tout de même la personne qu'il voit, donc par l'intermédiaire de son allure, de son odorat, du toucher, etc. Autrement dit, cette maladie repose sur deux opérations cérébrales, un effacement, qui est un effacement d'une partie de la mémoire, et une réorganisation de facultés mémorielles adjacentes. Donc vous voyez peut-être où je veux en venir. Il me semble que ce travail mémoriel à l'œuvre dans la musique dodécaphonique partage avec la prosopagnosie une forme d'intelligence mémorielle, dans la manière justement qu'a cette musique de refonder un système d'organisation structurelle, donc les 12 sons de la série, à partir d'un décloisonnement des éléments mnémoniques classiques, la tonalité. Or, Schoenberg dit précisément que si la musique nouvelle obéit aux lois qui régissent le fonctionnement de notre cerveau, donc je reprends ma phrase de tout à l'heure, c'est parce que, et là je le cite de nouveau, ces lois nous contraignent de trouver une sorte particulière de schéma pour agencer les éléments qui assurent la cohérence de l'œuvre, de sorte, et je souligne, que nous puissions reconnaître les figurations, saisir la façon dont elles se relient et comprendre ce qu'elles veulent dire. Autrement dit, la reconnaissance a donc pris, dans ce cas-là aussi, une autre direction, et la reconnaissance est liée à la réorganisation du sens dans la phrase musicale, qui permettra ainsi la compréhension de la nouvelle musique. Et le problème de la reconnaissance est aussi au cœur de l'opéra. Toute l'histoire racontée repose sur des questions de reconnaissance et de non-reconnaissance. La non-reconnaissance par la femme de son amie d'enfance qui est devenue une belle séductrice, et puis plus tard c'est le mari qui ne reconnaît pas sa femme quand elle enfile une belle robe, etc., etc. Elle est d'ailleurs associée au thème de la nouveauté qui est aussi très important ici pour Schoenberg. Et enfin, le problème de la reconnaissance est également au cœur, je crois, de la figuration du visage dans le film, parce que, hystérisée à ce point transie d'émotion, elle, la femme, est complètement défigurée, elle inquiète et elle fait peur. Mais la mémoire perdue de ce à quoi elle ressemble convie aussi à une autre forme de reconnaissance, celle du cinéma. On sait aussi que la prosopagnosie a été définie, il y a un article savant sur ce sujet, comme un trouble de la perception simultanée. Il me semble que sous le visage de la femme du jour au lendemain surgit, selon le modèle de la simultanéité contradictoire, surgissent deux modèles de femmes hystériques qui sont en tout point opposés. Le premier modèle, c'est la Gertrude de Dreyer, 1964, la femme intransigeante en amour, la chanteuse d'opéra déchue, à la posture rigide et au rythme de voix monocorde. Je vous montre 30 secondes. Bon, on voit bien ici que Schoenberg, les Straub se sont souvenus de Dreyer quand ils ont filmé les corps amoureux séparés par les éléments du décor, les yeux tournés vers le vide du hors-champ, et l'on voit aussi combien la contrainte que les chanteurs suivent le chef d'orchestre devient figure de cinéma. Et puis l'autre modèle, c'est Catherine Hepburn, qui est ici photographiée par Avedon en 1955. Donc Hepburn l'agitée, Hepburn la prédatrice sexuelle, par exemple dans la comédie de Howard Hawks, L'impossible Monsieur Bébé. Hepburn qui gesticule à tout va, qui parle à toute vitesse pour forcer Cary Grant de l'épouser. Bref, sous le visage de la femme du jour au lendemain, la reconnaissance est donc réactivée pour produire cette perception troublée, cette fois par le souvenir du cinéma. Donc entre le parler et le chanter, c'est Dreyer et Hawks qui ressurgissent, et avec eux peut-être l'origine de l'idée, dirait Schoenberg, qui prend corps. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que je ne suis pas allée trop vite.